Alors, nous proposons en fait ces webinaires dans le cadre du dispositif Territoire engagé pour la nature, qui a ouvert le 24 septembre en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour info, il s'agit d'un appel à candidature qui offre une labellisation pour 3 ans autour d'un plan d'action et qui offre une offre d'accompagnement individuel et collective à l'amont et à l'aval des sélections des lauréats pour élaborer et mettre en œuvre ce plan d'action. Donc pour l'année 2021, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 décembre avec une sélection des lauréats début 2022. Si vous êtes intéressé par la démarche et par l'offre d'accompagnement, n'hésitez donc pas à me contacter pour vous aider au montage de votre dossier ou pour élaborer votre projet. Pour rappel, les appels à candidature seront lancés chaque année. Donc, ce n'est pas un appel à candidature unique. Donc, dès cet automne, nous vous proposons 4 webinaires. L'objectif, c'est vraiment de vous proposer une montée en compétences et puis aussi des idées d'action à mettre en œuvre sur vos territoires, ainsi que de potentiels partenariats à travers les retours d'expérience que vous pourrez écouter. Et ce type de format sera renouvelé chaque année en Nouvelle-Aquitaine et complété par d'autres formats, type des ateliers techniques, des visites de terrain, etc., qui seront ouverts à toutes les collectivités, qu'elles soient candidates, lauréates ou non, à territoire engagé pour la nature. Donc aujourd'hui, il s'agit du deuxième webinaire que nous vous proposons. Il s'agit d'un webinaire sur la mobilisation citoyenne autour de la biodiversité. Et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous 3 présentations avec 4 intervenants. Donc, une première présentation sur construire la nature en ville avec les citoyens de Cyril Pouvel du CEREMA. Un exemple d'implication citoyenne dans l'inventaire des haies de la commune d'Auroux avec Carole Malherbe et de l'association Promet et Philippe Saujon de la mairie d'Auroux. Et puis, la dernière présentation sur l'implantation et l'animation d'un réseau d'observateurs citoyens de la biodiversité en Lot-et-Garonne, qui sera présenté par Antoine Lesgorsec de l'association Au fil des Séons. Je vous propose aussi dès maintenant un petit lien pour un questionnaire de satisfaction que vous pourrez en fait remplir à la fin du webinaire pour nous faire des propositions, pour nous dire si ça vous a convenu ou s'il y a des choses à améliorer. Voilà, donc je propose à Cyril Pouvel de commencer sa présentation. Donc, moi, je suis Cyril Pouvel, je travaille au CEREMA Territoire et Ville à Lyon. Je suis chef de projet aménagement et transition écologique. J'ai beaucoup travaillé sur le programme Écoquartier, un peu sur la nature en ville. Actuellement, je coordonne un petit groupe de travail du CEREMA sur la question des cours d'école et sur la question de la surchauffe urbaine. Je vais vous parler, je vais faire une petite présentation un peu de cadrage, alors qui se veut à la fois théorique et qui balaye un certain nombre de pistes d'action possibles. Je vais essayer d'être assez bref et le plus illustré possible et pour laisser éventuellement la place aux questions si vous en avez dans un second temps. Alors, les enjeux déjà sur les questions de mobilisation citoyenne et de nature en ville. Juste un élément de contexte aussi, c'est que le CEREMA devrait publier assez prochainement, c'est une collègue qui est en charge de ça, un essentiel sur nature en ville et participation citoyenne. Et je tire notamment mes chiffres de cette future publication qui est en cours de finalisation de maquettage. Donc, les enjeux, c'est répondre à la demande citoyenne, hein. 53% des Français attendent de la ville de demain qu'elle remette la nature au cœur de la ville. Donc, c'est effectivement une forte demande citoyenne de mettre en place ce type de projet. Au-delà de ça, c'est à la fois la biodiversité,
pour elle-même, mais aussi la question de la mobilisation des solutions fondées sur la nature, hein, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire profiter de la nature pour les différents services qu'elle peut nous apporter, que ce soit les questions d'attractivité, de confort thermique, de stockage carbone, de gestion des eaux pluviales, les questions d'amélioration de la qualité de l'air, et puis les services supports comme peuvent l'être l'alimentation. Les enjeux aussi sur la mobilisation citoyenne, bah, c'est 80% des Français déclarent qu'il faudrait développer des démarches de démocratie participative, hein. C'est aussi faire en sorte d'utiliser ce type d'objet qui est la nature et qui est un objet assez facile pour engager une dynamique citoyenne, et ben c'est l'occasion. Et les enjeux aussi, bien sûr, sur cette question spécifique de la nature en ville, c'est aussi de concevoir des projets en lien avec les usages futurs. C'est vrai qu'il y a les questions de biodiversité, mais derrière, il va y avoir aussi sur chaque projet les questions d'usage. Et puis, identifier localement les modalités et de mise en œuvre et de gestion, notamment, on le verra plus tard sur les projets où on lance une dynamique de gestion citoyenne sur certains espaces. Donc, dans le cadre de cet essentiel là, qui va être publié, il y a 3 pistes d'action qui sont proposées pour mobiliser les citoyens. Il y en a une première qui est la question de la sensibilisation, à la fois d'un point de vue général. Alors, ça peut être dans le cadre d'un projet, mais ça peut être dans le cadre d'une politique plus globale. On verra tout à l'heure. La question de l'élaboration des projets, hein, et la question de la participation au chantier et à la gestion, qui est un peu l'aboutissement ultime de la mobilisation citoyenne engagée. Sur quel type de projet pour l'élaboration des projets? Ben, on est à la fois, ça peut être sur des projets de végétalisation en tant que tel, hein, que ce soit de la désimperméabilisation, de la plantation, des jardins collectifs, on verra tout à l'heure quelques exemples. Mais ça peut être aussi dans le cadre de projets plus globaux, hein, que ce soit des projets d'écoquartiers, de quartiers durables, d'espaces publics, de cours d'école, par exemple, ou de réaménagement de cours d'école. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus arriver et qui est une question globale, qui n'est pas qu'une question de végétalisation. Bon, vous avez sans doute sur les questions de mobilisation citoyenne, je ne vais pas faire de théorie particulière, hein, je ne suis pas assez compétent sur le sujet, mais quand même, il y a 4 niveaux à savoir, il y a 4 niveaux de participation dans le cadre d'un projet. La question de l'information, alors c'est juste, ça peut, dans le cadre d'un projet, ça veut dire pour une collectivité, informer les habitants que le projet aura lieu et éventuellement se tenir au courant des demandes habitants, mais c'est le premier niveau. La question de la consultation, c'est-à-dire sur un projet, demander un avis aux habitants. La question de la vraie concertation, c'est-à-dire faire en sorte d'associer les habitants au projet, ça peut être via des ateliers participatifs, et faire appel quelque part à leur maîtrise d'usage et à leurs demandes. Donc, ça veut dire, dans le cadre du projet, très en amont, les associer pour avoir une meilleure connaissance de quelles sont les demandes habitantes. Et ça se fait tout au long du projet, hein, très en amont et plus en aval. Et puis, les questions de co-construction, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche et faire avec les habitants. Ça, c'est le niveau un peu ultime de la participation citoyenne dans le cadre d'un projet. Avec qui? Avec la collectivité, bien sûr. Ça peut se faire encadré via une assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, qu'elle soit sur les questions de végétalisation ou qu'elle soit sur les questions de participation, avec un partenaire, CAUE, Agence d'Urba, Agence régionale de la biodiversité, un ensemble DDT, pourquoi pas, un ensemble de partenaires locaux en fonction de vos contacts. Ça peut se faire avec un maître d'œuvre directement, notamment sur un projet, hein. Ça peut via un paysagiste ou un urbaniste. Ça se fait souvent, et notamment sur les questions à la fois de sensibilisation, de chantier, de gestion avec des associations, hein, un CPIE, la LPO, mais d'autres, hein, les associations locales existantes, qu'elles soient militantes ou qu'elles soient sur la question de la connaissance. Une association d'habitants, bien sûr, et les habitants
bien sûr, également. Je vais juste faire un petit panorama de possibilités. Alors, sur les projets, là, j'ai mis quelques exemples. Ça se fait sur la programmation d'un parc, par exemple, ou d'un square. C'est vrai que quand on est sur l'élaboration de projets, l'intérêt, c'est vraiment d'associer, ça peut être, quand on est au niveau de la concertation, hein, je dirais que c'est ce qui est le plus important sur ce type de projet, hein. Partir d'une feuille blanche sur des gros projets, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, la question de mettre en place des ateliers participatifs et faire en sorte d'avoir tout au long du projet un écho de quelle est la demande habitant, quelles sont les contraintes d'usage, quels sont les besoins réels. Ça s'est fait, par exemple, sur un projet de parc au Mureaux, où les habitants étaient consultés et invités à participer à des ateliers participatifs pour dessiner en amont et en lien avec la maîtrise d'œuvre. Là, j'ai mis un petit témoignage présent dans l'essentiel qui va paraître sur un autre projet qui était un projet de parc à Lyon, le parc du Vallon, où il y a eu des ateliers thématiques sur la programmation du parc et notamment sur des thématiques nature en ville. Il y avait au moins deux thématiques, celle sur la biodiversité et puis une sur la question de l'animal et notamment la question des chiens qui était pas mal évoquée. Mais ça peut être aussi sur des projets de cours d'école, hein, au moment de la conception du projet, l'implication des usagers, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, hein. Et on peut distinguer, et quand on est sur de la mobilisation citoyenne, forcément, il faut distinguer les types d'usagers. Ça peut être les usagers directs ou indirects. Donc ici, sur les cours d'école, hein, les enfants, bien sûr, mais aussi l'équipe pédagogique, indirect, les parents d'élèves, et puis les habitants sensibles au projet. Mais ça peut être aussi les associations qui utilisent la cour d'école pendant des temps qui ne sont pas les temps scolaires. Un petit exemple sur la ville de Lille, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les projets de cours d'école, hein, des accompagnements pour un peu voir comment on peut intégrer l'attente des enfants et comment ils peuvent aussi dessiner leur cours rêvé. Sur l'élaboration des projets, des projets qui sont assez propices aussi à la mobilisation citoyenne et presque à la co-construction aussi. C'est les projets d'agriculture urbaine, de jardins collectifs qu'on peut voir émerger de plus en plus et où il est possible, en lien avec une association, de définir un peu les tenants et les aboutissants sur un site proposé par la collectivité d'un futur projet. On le verra aussi plus tard sur la gestion et sur le chantier. Au niveau de la sensibilisation, alors là, il y a plein de choses qui sont possibles, hein, y compris en dehors du cadre d'un projet, hein, que ce soit des balades naturalistes, des balades urbaines, des inventaires participatifs pour alimenter un projet ou un document cadre, type Atlas de la biodiversité. Ici, un témoignage d'une participante qui a participé à une balade naturaliste à Champs-Verts. C'est l'occasion d'apprendre des choses, hein, pour les habitants et de les sensibiliser aussi aux problématiques de biodiversité c'est intéressant. Ici, une balade organisée par les Robins des Vies dans le cadre d'un écoquartier où il y avait deux types de balades qui étaient proposées. Une balade découverte sur la biodiversité, c'est l'occasion de mieux connaître son quartier et de mieux comprendre aussi les actions qui vont être réalisées en faveur de la biodiversité. Et une balade sonore spécifique qui avait été organisée par les Robins des Villes également. Sur la sensibilisation, les parcours pédagogiques, c'est quelque chose aussi d'intéressant et un peu en lien avec les balades urbaines, mais l'organisation au sein de sa collectivité de parcours pour venir découvrir la biodiversité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, j'ai mis l'exemple d'Épinal, qui a organisé 3 types de parcours pédagogiques sur son territoire. Dans le cadre d'un projet, c'est vrai que quand on veut sensibiliser sur la biodiversité et qu'on mène des actions d'aménagement, c'est toujours intéressant aussi en aval de les faire connaître et de savoir pourquoi tel type d'aménagement ressemble à ça et qu'est-ce qui a été réalisé ou quelles essences d'arbres ont été plantées et pourquoi.
Et bien sûr, la sensibilisation auprès des enfants, c'est quelque chose aussi d'assez important. Alors, ça peut être dans le cadre d'un projet de cours d'école, hein, par exemple, mais aussi en dehors de ce type de projet. Donc, je vous invite à aller voir la mallette pédagogique du CAUE 75, hein, même si c'est la ville de Paris, c'est pas forcément toujours transposable ce qu'ils font. En tout cas, la mallette, elle est intéressante et elle est appropriable. Un autre exemple sur les aires terrestres éducatifs qui peut permettre de faire en sorte d'accompagner une classe plus spécifiquement tout au long d'une année sur la découverte de problématiques de biodiversité. Sur le troisième volet, c'est-à-dire la participation au chantier et à la gestion, là, on voit fleurir un certain nombre de démarches assez intéressantes, hein, que ce soit les permis de végétaliser, hein, qui existent dans pas mal de collectivités, les jardins de rue, les micro-implantations florales, quel que soit le nom qu'on donne, hein, c'est l'idée de proposer à des habitants des espaces ou qu'eux-mêmes proposent de venir investir certains espaces. Alors, comment ça se passe concrètement? Ça peut être sur la base d'une initiative d'un groupe de citoyens d'investir différents types de lieux, hein, des pieds d'arbres, des jardinières publiques, des espaces dans les jardins, ou encore de créer des espaces sur les trottoirs. Et l'idée, c'est que cette initiative citoyenne, elle puisse être encadrée, accompagnée par la collectivité, à la fois pour voir ce qui est exactement possible de faire en lien avec les pratiques de gestion, d'accessibilité sur les trottoirs notamment, d'encombrement, de lien avec les réseaux. Il y a un certain nombre de choses à vérifier. Et puis de mise en œuvre de travaux aussi, hein, où la collectivité, elle peut être partie prenante pour organiser soit à minima, soit quand il faut venir débitumer, soit de manière un peu plus importante, un projet habitant, avec derrière l'idée de bien vérifier que le collectif de citoyens sera à même de gérer ce type d'espace. Ce qu'on voit fleurir pas mal en ce moment, c'est les questions de micro-forêts urbaines, avec les choses qu'on a pu lire, hein, sur ce type d'espace. Est-ce que c'est vraiment des forêts? En tout cas, si ce n'est pas vraiment des forêts, ce qui est intéressant, c'est la dynamique citoyenne que ça peut lancer avec la question du fait que ce type de projet met en place toute une dynamique habitante pour venir planter ensemble sur un espace accompagné ici par des organismes qui promeuvent les micro-forêts avec l'idée de planter des arbres qui sont des plants très jeunes, avec une diversité et puis une forme de compacité. Et un dernier exemple qui est plutôt intéressant, plutôt très intéressant, je vous invite d'aller voir la page internet de Coloco, là, qui est un maître d'œuvre, un paysagiste, et qui a accompagné toute une démarche de la ville de Montpellier d'études des délaissés urbains. Et dans le cadre de cette étude, ils ont proposé, sur un délaissé qui avait été identifié, de faire avec les habitants une démarche de chantier participatif. Et en 48 heures, ils ont réussi à mettre en place sur un délaissé un jardin qui est maintenant géré par un collectif d'habitants. Et du coup, on est un peu sur cette idée de faire du projet sur la base d'un projet de collectivité avec les habitants du projet, du chantier et de la gestion. Donc là, on est un peu le niveau maximum de la co-construction. Voilà, j'en ai fini et je laisse la place aux questions s'il y a quelques questions. Merci Cyril. Alors, est-ce que des participants voudraient un peu rebondir sur la présentation qui vient d'être faite? Moi, par contre, je me posais une question, c'est parmi les différents volets de mobilisation qui ont été présentés, qu'est-ce qui est le plus demandé ou mis en place? Et à contrario, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour sensibiliser les citoyens à la biodiversité? Parce que souvent, finalement, on cible certaines catégories, et peut-être que ce sont d'autres qui fonctionnent le mieux. Je dirais que quelque part, peut-être ce que j'ai pas précisé avant, mais en fait, tout dépend du projet et tout dépend des objectifs. Est-ce qu'on veut sensibiliser la population à la biodiversité? Dans ce cas-là, si on est plutôt sur des optiques de sensibilisation et dans une démarche un peu globale de sensibilisation, on est plutôt sur les premières approches, hein,
que j'ai proposées, hein, qui sont très concrètes, qui ont un côté sensible, donc qui vont forcément fonctionner. Après, si on est dans le cadre d'un projet, ce qui est important, c'est de réussir et c'est ça qui est, je dirais, le plus difficile, hein, c'est d'impliquer effectivement les citoyens à la réalisation du projet. Et on sait bien que même avec toute la bonne volonté du monde, quand on a une démarche participative, c'est souvent les mêmes qui viennent aux réunions de concertation. Et c'est ceux qui ont le temps, ceux qui sont vraiment motivés, et c'est pas forcément forcément représentatif. Donc, il faut trouver des démarches. C'est pour ça que ce qui est intéressant, en tout cas, sur le volet sensibilisation et le lien avec l'école, c'est que les enfants sont presque le premier ambassadeur auprès de leurs parents qui n'ont pas forcément le temps de participer à des démarches de sensibilisation. Donc, sans passer par les enfants, on voit que c'est souvent quelque chose d'intéressant parce que quelque part, ça va toucher le plus de monde parce que c'est eux qui vont expliquer derrière aux parents. C'est pour ça que les projets de cours d'école sont aussi intéressants sur ce volet-là, hein. C'est que ça peut permettre aussi d'avoir une dynamique un peu plus globale à l'échelle de... Et après, bah voilà, il y a, euh, il y a ce que je disais sur le permis de végétaliser, mais là, on fait presque, pour le coup, avec ceux qui sont motivés. Mais ça permet derrière aussi de voir que la collectivité, elle peut, et l'aménagement de la collectivité peut changer, pas forcément d'une manière descendante, mais aussi dans une dynamique d'initiative citoyenne. Ok, merci. Carole Méric? Oui, bonjour à tous. Je voulais tout simplement vous partager ce que nous avons mis en place sur notre commune, puisque les plantations se feront le 20 novembre, bien sûr, tant qu'à faire. C'est un jardin-forêt. Le projet a été porté, je fais le lien avec les problématiques d'animation, il est porté conjointement avec le centre social, culturel et sportif de notre ville. Et pour impliquer au mieux les familles, on avait fait le projet, et c'est ce qui va se faire. Vous savez, ça se répand assez aussi, ça, c'est un arbre, un enfant. Et donc, nous, dans notre commune qui n'est pas très grande, 6000 habitants, on a eu 42 naissances l'année dernière. Donc, il y a 42 arbres qui ont été offerts par la commune et qui vont être installés sur ce jardin-forêt. En plus, on est accompagné par une association, les Compagnons du Végétal, hein, pour la gestion, enfin, pas pour la gestion dans un premier temps, en tout cas pour l'organisation, la mise en place de ce jardin-forêt. La problématique de gestion va être peut-être évolutive, on va dire. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement calé, même si cette association donc, est avec nous. Puis il y a bien sûr aussi les services techniques de la mairie. Voilà, donc pour favoriser l'implication, il y a le CSCS d'une part et le fait donc d'inclure les familles à travers un arbre, un enfant. Voilà, c'était mon témoignage. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir également, faire part de leur retour d'expérience? C'est aussi un moment de pouvoir partager en fait ce que vous faites également sur vos territoires, qui peuvent aussi donner des idées à d'autres. Moi, je veux bien dire un petit mot. Bonjour à toutes et tous. Baptiste Régnuri, je travaille à la RB Nouvelle-Aquitaine, mais là, je vais m'exprimer comme citoyen. En fait, la ville dans laquelle je vis a aussi mis en place les permis de végétalisation. Et ça marche bien. Et c'est vrai que d'ailleurs, les services de la ville se demandent même s'ils vont pouvoir faire face à toutes les demandes. Donc, c'est dire comme ça prend. Simplement par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce qui me semble également important dans ces démarches, c'est vraiment d'avoir une réflexion un petit peu globale, la manière dont on peut vraiment hisser en fait, les questions de biodiversité, y compris dans ces projets, puisqu'on peut avoir en fait, des végétalisations très, très diverses, avec des plantes en fait, qui ne sont pas forcément des plantes très, très adaptées au sol, qui ne présentent pas forcément d'intérêt particulier pour la faune, etc. Donc, on peut en fait se servir des permis de végétaliser pour également inclure vraiment cette réflexion sur la biodiversité. Et je crois que c'est vraiment nécessaire et les citoyens le demandent de plus en plus. C'est vrai que moi, j'observe des questions sur finalement quel est l'intérêt pour les pollinisateurs, est-ce que cette plante, d'où elle vient, etc. Donc, je pense que c'est des choses, quand c'est possible, vraiment de les intégrer au plus tôt et puis d'inclure aussi les citoyens dans des choix qui prennent compte en fait cette question
de la biodiversité. Donc voilà, c'est plus à la fois un tour d'expérience et puis peut-être vous passez ce message hein, quand c'est possible dans les territoires et essayer d'inclure cet aspect-là au même titre en fait que le plaisir effectivement d'avoir de la verdure dans les rues. Et juste par rapport à la question des projets, c'est vrai que c'est intéressant notamment d'impliquer les citoyens pour faire le lien entre d'un côté la biodiversité et puis de l'autre les usages qu'ils vont avoir. Et pour aussi un peu glisser, et c'est pour ça que tout ça se tient un peu, hein, la question de la sensibilisation, elle est importante aussi pour comprendre un peu toute la logique et tous les... Et du coup, parfois, elle doit être accompagnée avec des assos, avec les services techniques de la collectivité, avec les partenaires qui connaissent hein, ces questions de biodiversité. Et pour comprendre derrière aussi que parfois, par exemple, sur un projet, quand on a tout un espace qui va être inaccessible parce que pour favoriser la nature spontanée et la biodiversité, si les habitants n'ont pas été partie prenante du projet et ne comprennent pas forcément les logiques, et d'où aussi l'importance des questions des panneaux pédagogiques. La compréhension des espaces, c'est quelque chose d'important et ça fait vraiment le lien entre d'un côté le côté humain, le côté les usages, et puis de l'autre le côté biodiversité et pourquoi certains choix ont été faits. Ouais. Oui, on a tout à gagner et puis d'autant plus que souvent, enfin, j'ai l'impression que ces projets de végétalisation sont souvent portés par les services espaces verts des villes. Alors, tout dépend de la taille des villes, hein, mais quand on a des villes taille moyenne à importante, on est souvent sur une structuration avec des services espaces verts et qui n'ont pas toujours en fait cette culture écologique. Donc, c'est l'occasion de faire le pont et en général très intéressant parce qu'en même temps, c'est l'occasion de discussions nouvelles et de visions un petit peu nouvelles en fait sur la gestion de l'espace. Donc, ça peut être vraiment gagnant-gagnant. Bon, s'il y a d'autres, une dernière question, sinon on va passer à la suite. Sur l'exemple de la commune d'Auroux avec l'association Promet et la mairie d'Auroux. Donc bonjour à tous et à toutes, Carole Malherbe de l'association Promet. Effectivement, donc on va faire cette présentation à deux voix, donc avec Philippe Saujon. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Philippe Saujon, premier adjoint à la mairie d'Auroux. Voilà, donc on vous propose aujourd'hui effectivement de vous présenter la démarche qui a été menée à Auroux. Donc vraiment sous cet angle de l'implication citoyenne, comment elle s'est développée dans cet inventaire participatif des haies de la commune. On peut passer à la diapo suivante et du coup je laisse la parole à Philippe pour présenter justement un petit peu la commune. Parce que nous, voilà, là, on était un peu plus sur la thématique nature en ville et là, on va vraiment plus passer sur la thématique nature en campagne. Oui, alors pour présenter la commune, Auroux, au moment du projet, était une commune où on comptait 98 habitants et actuellement, nous sommes environ 115 habitants. C'est une commune qui est située dans les Deux-Sèvres, alors avec un paysage essentiellement bocager, mais limitrophe avec la plaine céréalière. Et cette commune, on voyait le paysage bocager se dégrader de jour en jour. Vous voyez la plaine qui grignotait de plus en plus. Et on s'est posé la question de savoir comment essayer de stopper ce grignotage. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place, enfin le conseil municipal a mis en place un moment de réflexion pour essayer d'enrayer ce phénomène de rachage de haies pour transformer le pays bocager en plaine céréalière. Voilà. Donc la volonté, en fin de compte, c'était de protéger nos haies et c'est ce on a débattu longtemps là-dessus, de savoir comment procéder. Et donc on s'est rapproché de l'association Prom-Haies pour savoir comment on pouvait procéder pour arriver à enrayer ce phénomène d'arrachage de haies.
Donc, nous nous sommes rencontrés, je crois, la première fois en 2016. Et c'est à partir de là que Promet, avec le conseil municipal, a lancé le projet. Et ce qui fait que je pense que Carole va pouvoir vous en dire plus au sujet du démarrage du projet. Oui, donc effectivement, les élus avaient identifié ce besoin et cette volonté. Donc, ils sont venus vers l'association Promet pour chercher un appui technique et donc, on a travaillé ensemble sur l'élaboration d'un descriptif de mission et d'un budget. Puis après, on est parti à la recherche de financement. Ça n'a pas été simple. On a eu des refus. Et puis finalement, donc, on a monté un dossier auprès de la Fondation de France pour la réalisation de 5 inventaires participatifs sur 3 départements de l'ex-région Poitou-Charentes. Et puis, on a eu du coup un financement complémentaire spécifique à la commune d'Auroux pour vraiment le volet justement animation, sensibilisation avec la création de supports, etc. Mais on verra ça un peu plus tard. Du coup, avant peut-être de se lancer dans le vif du sujet, je voulais quand même présenter rapidement l'association. Donc, l'objet de Promet, c'est d'agir pour l'arbre, bois, forêt, la haie champêtre et l'agroforesterie dans les territoires ruraux. Donc, c'est une association qui a été créée en 1989. On est aujourd'hui 24 administrateurs et une douzaine de salariés permanents. Les territoires d'action, donc c'est l'ancienne région Poitou-Charentes plus la Dordogne et un accompagnement spécifique en ce moment sur la Creuse pour qu'ils développent eux-mêmes la compétence arbre et haies. Nos locaux se trouvent à Montalembert, donc dans les Deux-Sèvres. Et puis, en fait, on travaille sur 4 objectifs principaux qui sont la sensibilisation et la mobilisation, l'accompagnement des planteurs et des gestionnaires de patrimoine arboré. Ensuite, on apporte un appui à des démarches innovantes, comme ça a été le cas, par exemple, pour ces inventaires participatifs. Et puis, donc, on conduit des expérimentations techniques sur tout ce qui concerne la plantation, la gestion, l'entretien des haies. Voilà, donc c'était rapidement pour un peu resituer notre association, nos actions et nos objectifs. Donc, comme je vous le disais, finalement, l'inventaire participatif d'Auroux, il s'est mené dans le cadre plus global d'un projet financé en majeure partie par la Fondation de France, avec donc un financement complémentaire de la région pour la commune d'Auroux et un financement complémentaire de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour la commune de Saint-Laurent-de-Sériste. Donc voilà, en fait, finalement, donc, on a été contacté par la commune d'Auroux en 2016 et donc le temps de se caler, de trouver ces financements, les inventaires participatifs ont débuté en 2018 et se sont étalés jusqu'à premier semestre 2019. Du coup, là, Philippe va reprendre la main pour vous présenter vraiment les 2 grands objectifs de ce travail. Oui, donc les objectifs étaient les suivants. En fin de compte, c'était de sensibiliser le public au rôle des haies et puis de travailler aussi sur l'entretien de ces haies afin qu'elles ne soient pas dénaturées par le matériel agricole. Donc, ça, c'était un des grands objectifs et surtout de stopper cet arrachage intempestif qui avait commencé et qui prenait une ampleur vraiment démesurée. Donc ça, c'était les 2 grands objectifs du conseil municipal, c'était de stopper toute cette hémorragie en fin de compte. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler avec l'association Promet afin de trouver une solution pour essayer de mettre fin à tous ces abus. Voilà, donc du coup, effectivement, la première chose, c'était d'établir un état des lieux des arbres, des haies et des aliments qui sont situés sur la commune, mais vraiment en le faisant de façon participative avec des habitants volontaires. Après, donc, il y a eu forcément une phase d'analyse de ces données et de cartographie, mais on va voir tout ça un tout petit peu plus en détail après.
Et puis, le deuxième grand objectif, c'était d'élaborer un plan d'action qui concerne les arbres, les haies, que ce soit au niveau d'éventuelles plantations, au niveau de la valorisation, de la gestion du patrimoine existant, et puis de la sensibilisation des habitants, des enfants, que ce soit sur la commune, mais aussi aux alentours, parce que voilà, vous l'avez vu, pour vous, c'est vrai, c'est une petite commune, voilà, l'action doit forcément aller plus loin que vraiment sur ce territoire-là et rayonner sur les communes alentours à minima, voire jusqu'à la communauté de communes. Donc, les étapes clés, d'abord, la première chose, il y a eu le souhait de créer un comité de pilotage, voilà, pour qu'il y ait vraiment un ensemble de personnes qui gèrent l'avancée de cette démarche. Les rôles, c'était de suivre la démarche, de valider les éléments clés du projet et puis de contribuer au plan d'action. Et donc, finalement, la composition de ce comité de pilotage, c'était plusieurs élus, des agriculteurs, des représentants d'associations locales. Donc, il n'y a pas d'agents communaux, mais beaucoup d'habitants. Et puis, des représentants d'organismes publics ou parapublics, comme par exemple la DDT qui a assisté à plusieurs comités de pilotage. Donc, la première réunion a eu lieu. Là, les objectifs, c'était de présenter la démarche et puis finalement de valider aussi un peu les enjeux à partir desquels on allait travailler pour réaliser ce travail. Et donc, il a été finalement identifié 3 enjeux d'intérêt général qui sont primordiaux, c'est-à-dire le rôle de ces haies par rapport à l'eau et le sol, par rapport à la biodiversité et par rapport au paysage. Ensuite, il a été décidé lors de ce comité de pilotage qu'on allait organiser une réunion publique pour vraiment ouvrir la démarche aux habitants, les informer et recruter en fait les volontaires potentiels. Toutes ces personnes ont été contactées de façon pratiquement individuelle, soit par mail, soit par flyer dans les boîtes aux lettres, ou soit carrément par le bouche à oreille. Et ce qui a contribué en fin de compte à faire ces premières réunions auxquelles de nombreuses personnes ont répondu, il faut quand même le reconnaître, parce que j'ai l'impression quand même que ça touchait beaucoup de monde. Et une fois que ces personnes ont été contactées, nous avons pu commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à faire nos premières réunions et piloter par l'IFRE avec la présence et l'assistance de Promet. Donc, lors de cette première réunion, on a évidemment là aussi expliqué les objectifs de la démarche et comment ça allait se dérouler. On a souhaité aussi qu'il y ait un temps vraiment d'échange et de débat. Et on l'a amorcé ce temps d'échange avec la projection d'extraits du documentaire Au rythme du bocage, et ce qui a vraiment permis de lancer des sujets comme finalement pourquoi est-ce qu'on voulait protéger les haies, quels étaient les rôles principaux des haies sur les territoires et sur Auroux plus précisément. Donc, ça a vraiment été aussi, là, je pense, un temps apprécié de pouvoir laisser la parole aux gens et que les gens s'expriment sur pourquoi ils attachaient autant d'importance à leur paysage et aux haies qui les constituent. Et ensuite, le dernier objectif de cette réunion, c'était effectivement de faire un appel aux volontaires. Et là, donc, effectivement, grâce à l'IFRE qui nous a aussi cadré de manière importante sur des points de vigilance par rapport à cette démarche participative, on a créé vraiment une fiche. Là, vous voyez un extrait, c'est quoi être volontaire, pour que en fait, les choses soient vraiment très claires dès le départ, pouvoir vraiment dire aux gens s'ils s'engageaient à être volontaires, finalement, en quoi ça consistait, combien de temps ça allait leur prendre, est-ce qu'il fallait des prérequis ou pas, etc. Et vraiment, c'est vrai que l'idée de cette fiche, je pense, a aussi contribué au fait qu'il y ait plusieurs personnes qui se soient manifestées pour faire ces relevés, parce que voilà, finalement, ils avaient vraiment une idée précise de ce qu'on attendait de leur contribution, en fait, et ce qu'ils pouvaient aussi en retirer eux-mêmes, finalement.
Donc, comme on l'a dit, pour ces 2 réunions, que ce soit la première réunion du comité de pilotage ou la réunion publique, on a eu l'appui de l'IFRE, qui est l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement, qui nous a vraiment aidé à fixer les modalités de recrutement, à être vigilant sur l'accessibilité de la démarche à toute personne, et puis aussi qui nous a orientés vers des conduites et des techniques d'animation de réunions participatives, qui n'est pas inné et qui vraiment relève d'une compétence professionnelle à part entière. Et puis, donc, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, les habitants ont vraiment été contactés par différents moyens pour les solliciter à participer à cette démarche. Et les agriculteurs plus particulièrement, puisque effectivement, quand on parle de conservation, de gestion et d'entretien des haies, c'est le public prioritaire. Et donc, eux, il y a vraiment eu une invitation par courrier postal nominatif qui leur a été envoyée, donc aux agriculteurs qui interviennent sur la commune, donc vraiment pas forcément que ceux qui ont le siège d'exploitation sur la commune, mais tous les agriculteurs qui interviennent un peu ou beaucoup sur des parcelles agricoles de la commune. Donc là aussi, on a eu plusieurs agriculteurs qui du coup sont venus soit au comité de pilotage, soit à la réunion, et même un qui a participé au relevé de terrain. Je pense grâce à vraiment tous ces moyens qui ont été mis en œuvre pour les solliciter, quoi. Du coup, ensuite, une fois qu'on a eu notre liste de volontaires, donc on avait finalement une dizaine de personnes, donc voilà, pour finalement une commune de 100 habitants, en termes de volontaires pour faire les relevés de terrain, c'est déjà bien en termes de proportion, 10%. Donc, on a constitué des binômes et puis après, à partir d'une fiche de relevé de terrain qu'on a constituée et validée en comité de pilotage, à partir de fonds de cartes qu'on leur a fournis et puis aussi d'un guide de terrain qu'on a réalisé spécialement pour cette démarche, on a organisé une formation pour vraiment former les bénévoles à ces relevés de terrain. Donc là, vous avez un exemple de la fiche de terrain, une fiche de terrain complétée. Donc, vous voyez qu'il y avait pour chaque tronçon de haie à peu près une trentaine d'éléments à notifier. Donc, avec à la fois des données quantitatives sur les haies, mais aussi des données qualitatives et des données par enjeu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 enjeux qu'on a identifiés, l'eau et le sol, la biodiversité et le paysage. Donc là, vous avez également un exemple de la carte qui va avec la fiche de relevé, où il s'agissait vraiment d'un travail minutieux de relevé à la fois cartographique et aussi d'informations sur l'état, la position de la haie, etc. Donc c'est pour ça que ça demande quand même un travail important de formation avant, parce que effectivement, on a souhaité que ces inventaires participatifs soient ouverts à tous les habitants. Voilà, ça demande quand même de prendre le temps de former ces gens à ces relevés qui ne sont pas forcément tout de suite abordables par n'importe qui. Mais du coup, tout s'est bien passé. Voilà, on a fait des points de vérification intermédiaires, on a accompagné chaque binôme sur le terrain au moment de la première sortie de terrain. Donc, finalement, les relevés ont été réalisés par les volontaires, avec quand même une phase de vérification de terrain que j'ai faite moi-même, et puis des compléments aussi apportés par les élus et notamment par Philippe par rapport aux haies qui sont en intraparcellaire et qui ne sont pas forcément accessibles des chemins, sachant que la consigne était effectivement pour les volontaires de bien rester sur la voie publique et de ne pas pénétrer sur les parcelles privées. Donc il y avait des haies sur lesquelles on ne parvenait pas forcément à avoir la totalité des informations par rapport au fait qu'elles n'étaient pas forcément accessibles par des voies publiques. Donc ensuite, toutes ces données ont été saisies sous logiciel SIG avec des cartographies qui en découlent, et notamment celle-ci qui est finalement une des cartes les plus importantes qui est issue de ce relevé. C'est en fait la vision finalement cartographiée des haies qui sont présentes sur Auroux et qui permettent de se rendre compte en fait, de la typologie des haies qui sont présentes sur la commune. On voit avec le jeu de code couleurs
qu'on a beaucoup de haies basses avec arbres ou sans arbres. Donc voilà, on est vraiment sur un territoire qui est caractéristique de ce secteur géographique des Deux-Sèvres qui est la Gâtine. Donc là, la carte précédente, c'était la typologie des haies. Et ensuite, on a fait une analyse des données qu'on avait relevées et aussi en y ajoutant des données qu'on a pu récupérer sur d'autres bases de données. L'objectif, c'était vraiment de travailler sur les 3 enjeux qu'on avait identifiés, de définir des indicateurs qui pouvaient rendre compte en fait de cet enjeu et de comment chaque tronçon de haie pouvait impacter cet enjeu. En comité de pilotage, on a travaillé sur l'identification de ces indicateurs et sur la hiérarchisation de ces indicateurs par un système de points. C'est-à-dire que là, c'est l'enjeu eau et sol qui est présenté avec les différents indicateurs qui ont été pris en compte. Et on voit qu'il y a 4 indicateurs principaux pour lesquels il y avait 3 points d'attribués à chaque fois. C'est-à-dire, par exemple, si le tronçon de haie était associé à un foncé et un talus, à ce moment-là, la haie avait 3 points. Si la haie se trouvait être perpendiculaire à la pente, le tronçon de haie avait aussi 3 points. Et finalement, on en est arrivé à noter chaque tronçon de haie pour les 3 enjeux, eau et sol, biodiversité et paysage et loisirs. Au dernier comité de pilotage, ont été présentées ces analyses. Je ne vous présente pas toutes les cartes parce que ça n'a pas d'intérêt. Là, c'était vraiment plus l'idée de voir la démarche et comment les personnes se sont impliquées dedans. Ensuite, dans ce 3e comité de pilotage, on a amorcé les réflexions sur les propositions d'action, comme justement le classement, l'entretien, la plantation. Et puis, on a travaillé sur les axes du plan d'action. La carte qui est présentée là, c'est finalement la carte qui était l'objectif du travail, un des objectifs du travail, c'est-à-dire finalement de pouvoir identifier quels étaient les tronçons de haies qui jouent un rôle important, très important ou standard au regard des 3 enjeux qu'on avait identifiés. Et c'est finalement à partir de cette carte-là que le conseil municipal a pu définir quelles sont les haies qui ont fait l'objet de la procédure de protection par la suite, sur finalement une démarche qui est vraiment, on va dire, scientifique avec des indicateurs, un système de notation et qui permettait du coup de vraiment justifier les choix des haies retenues dans la procédure de protection. Donc effectivement, il y a eu un travail qui a été fait sur un plan d'action avec les 3 grands axes qui sont tout ce qui tourne autour de la conservation et l'entretien, la création et la régénération, et puis la valorisation du patrimoine arboré, où là, effectivement, suite à tout ce travail, la commune a souhaité réaliser la protection d'une partie de son maillage en s'appuyant sur le fait que la commune n'avait pas de document d'urbanisme, c'est-à-dire ni carte communale, ni PLU communal. Du coup, grâce à la loi paysage du 8 janvier 1993, dans le code de l'urbanisme, l'article L111-22 finalement donne droit aux communes de mener une démarche vraiment interne pour la protection du patrimoine arboré. Oui, suite à tout ce travail qui a été fait en amont, il y a eu donc enquête publique avec un commissaire enquêteur qui avait fixé des créneaux pour sa présence en mairie d'Auroux. Ce commissaire enquêteur n'a reçu en fin de compte que la visite que d'agriculteurs. C'est un peu normal, ce sont les premiers impactés par la démarche. Et il en est ressorti que du positif, je dirais que du positif. Donc il n'y a pas eu de contestation, donc tout s'est bien passé, et ce qui a permis en fin de compte de terminer le travail et de mettre en place notre protection de notre patrimoine arboré. Finalement, le commissaire enquêteur a là aussi eu un rôle dans le dialogue, puisqu'il s'est presque avéré jouer le rôle de médiateur entre certaines personnes qui étaient peut-être un peu perplexes au début. Et c'est vrai qu'on a eu un commissaire enquêteur qui était assez réceptif à la cause et qui a permis de faire passer le message
et ce qui a été vraiment aussi, comme dit Philippe, positif dans la démarche. Suite donc au rapport de validation du commissaire enquêteur, il y a eu délibération du conseil municipal donc pour protéger environ, si je ne me trompe pas, 65% du linéaire de haies présent sur la commune d'Auroux. Pour toujours continuer ce travail avec les agriculteurs, en janvier 2019, on a organisé une réunion pour les agriculteurs, notamment en passant par une CUMA locale et en invitant quelqu'un de la FD CUMA 79, qui là aussi a vraiment permis d'apporter des éléments techniques et financiers de réflexion par rapport aux problématiques d'entretien, de gestion de ces linéaires de haies. Donc, il y a eu plusieurs pistes qui ont été identifiées. Alors, c'est vrai que forcément, avec le Covid derrière, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Mais bon, voilà, les choses, déjà, ces choses-là prennent beaucoup de temps. Et alors, avec le Covid, encore plus. Mais voilà, de ce côté-là, je pense que les échanges vont reprendre sur notamment les questions d'acquisition de nouveaux matériels d'entretien des haies. On en a presque terminé, il nous reste 3 diapositives. Celle-ci qui vous fait un peu retour aussi des éléments de communication qui ont été mis en place pour les habitants et les visiteurs de la commune d'Auroux. Oui, suite à toutes ces démarches, nous avons donné un compte rendu à tous les habitants de la commune, alors sous forme de bulletin municipal, flyer. Nous avons apposé des panneaux dans la commune. On en voit en haut là. En haut, on aime les haies. On trouve ce type de panneau à l'entrée et à la sortie du bourg. Ensuite, on a aussi le panneau qui est dessous là. On le trouve aussi dans le bourg où tout est bien expliqué, bien répertorié. Et donc, on a informé toute la population de toute la démarche qui avait été faite. Et puis, cette démarche a été bien reçue, bien perçue par l'ensemble des habitants de la commune. Donc, ça, c'est voilà, finalement l'agenda en fait, de tout ce qui a ponctué cette démarche sur presque 2 ans, entre les événements qui concernaient la population, ceux qui concernaient plus les volontaires et l'inventaire de terrain, le comité de pilotage et puis le travail de promet en interne. Donc, on voit que ça a été un gros travail de réaliser grâce à la participation des habitants, des agriculteurs, des élus. On a pu mener au bout cette démarche et nous conforter dans l'idée que c'était quelque chose de très positif. Justement, pour conclure, dans un premier temps, Philippe, je te laisse la parole par rapport au fait que l'objectif, je pense, pour la commune a été atteint. Oui, je dirais pour terminer qu'en fin de compte, une des constatations que l'on fait, c'est que depuis, il y a une prise de conscience et un certain respect, même, je dirais, beaucoup plus important pour l'entretien des haies. On ne voit plus les pelleteuses, on ne voit plus les tractopelles. On voit bien que les gens qui entretiennent les haies avec leurs broyeurs font attention. Il y a vraiment une prise de conscience et je pense que pour nous, c'est un des points forts de notre démarche. De mon côté, pour conclure, j'avais juste préparé ce petit bilan qui est vraiment sur l'aspect participatif. Donc, pour nous, à Promet, les points forts, c'était le fait que les volontaires qui participent à ces relevés de terrain, que ce soit sur Auroux ou les autres communes, nous disent tous derrière ça nous a vraiment ouvert notre regard sur l'arbre et la haie dans notre paysage. Et voilà, ils ne voient plus finalement leur paysage, ils le voient différemment, en tout cas vraiment avec un regard presque maintenant eux-mêmes d'experts sur les arbres et les haies. Ensuite, le point fort, ça a été la participation des agriculteurs, que ce soit dans les relevés de terrain et surtout les comités de pilotage et les réunions qu'on a organisées spécialement à leur attention. Et quelque part, ce qui engendre finalement l'acceptation en fait, de ces relevés de terrain.
On a, nous, à Promé, d'autres communes sur lesquelles on fait les relevés de terrain nous-mêmes. Mais finalement, le fait que ces relevés aient été faits par des personnes locales et plusieurs personnes entraîne une meilleure acceptabilité, en fait, et il n'y a pas de débat sur ces relevés et sur les indicateurs et sur pourquoi telle haie, elle est comme ci, ou elle a été jugée importante ou pas, quoi. Donc, je pense qu'il y a une satisfaction des participants vraiment par rapport à ça. Ensuite, dans les points forts, il y a les comités de pilotage qui ont été vraiment menés avec débat et puis concertation. Et puis, le plan d'action aussi qui a été mené de façon concertée et validée en comité de pilotage. Les points de vigilance et les leviers, faut pas se leurrer, c'est quand même le coût de ce volet participatif. Je pense que malgré tout, la plupart des élus maintenant ont pris conscience que finalement, le fait que ce soit participatif n'était pas forcément moins onéreux, alors que c'est vrai que c'est l'erreur que faisaient parfois certains il y a quelques années. Mais voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de présenter, on comprend que derrière, c'est du travail d'accompagnement et qui forcément a aussi un coût. Ensuite, par rapport aux données proprement dites, effectivement, le petit bémol, ça peut être quand même un certain biais qui est apporté par le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui partent les relever, et donc ça entraîne une certaine hétérogénéité dans les données. Donc on a essayé de lisser ça, mais voilà, c'est forcément plus hétérogène que si c'était une seule et même personne, qui plus est expert en la matière, qui réalisait ces relevés. Et puis, un point qui a quand même été soulevé une fois, c'est le fait qu'il y ait un agriculteur qui ait participé au relevé peut faire dire qu'il n'y a pas forcément participé qu'avec un regard neutre, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, on écoute vos questions, si vous en avez. Merci pour ce beau retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants ? Sinon, on va passer directement à la suite parce qu'on a accumulé un peu de retard. Donc, je laisse une ou deux questions. Baptiste Je posais juste une question. Merci effectivement pour ce témoignage. Et vraiment, c'est un bel exemple. Sur la question des coûts, peut-être vous avez terminé sur ce point-là. C'est vrai que ça me semble aussi important effectivement d'appeler cette vigilance. Mais les collectivités qui sont avec nous, vers quelle source de financement elles peuvent se tourner pour aller vers des projets comme cela? On voit qu'il y a visiblement eu des financements de la Fondation de France, de la région. Est-ce que vous pouvez peut-être partager quelques mots là-dessus pour que éventuellement les collectivités qui seraient intéressées puissent savoir un petit peu vers quelle porte elles peuvent frapper? Oui, alors effectivement, par rapport à ce type de démarche, on a deux axes, hein, le mécénat, qui effectivement là va être entre guillemets plus de notre ressort, dans le sens où souvent c'est la structure qui finalement porte la demande de subvention, et ensuite on peut faire des appels à candidature pour identifier les collectivités qui sont partantes. Et puis après, au niveau des collectivités, comme je l'ai dit, la région, notamment via son appel à projet Nature et Transition, mais bon, pour cette année, ça va être bouclé puisque la date limite, c'est lundi. Donc voilà, mais c'est un appel à projet qui est reconduit, donc peut-être qu'il le sera l'année prochaine. Donc ça, c'est une piste effectivement de financement. Et du coup, là, grâce à cet appel à projet cette année, on a plusieurs communes qui déposent un dossier en partenariat avec nous sur justement ce type de démarche d'inventaire participatif. Et puis, ça peut être aussi l'agence de l'eau, d'autres. Voilà. Après, on raisonne vraiment finalement au cas par cas. Quand une collectivité nous contacte en fonction de ses objectifs, etc., on essaie de l'orienter vers les dispositifs financiers dont on a connaissance et qui nous semblent les plus appropriés en fonction des objectifs des élus et des objectifs des différents dispositifs. Merci. Claire, tu voulais réagir? Oui, en tant qu'agence de l'eau, juste témoigner du fait que nous, on peut accompagner des démarches de ce type pour inventaire et protection des haies, dans la mesure, si ces démarches, elles sont prévues dans le cadre de l'élaboration des contrats territoriaux milieu aquatique qu'on accompagne auprès des structures
porteuses des compétences GEMAPI, mais qui peuvent s'associer à tout partenaire qui pourrait répondre aux enjeux. Et s'il y a bien un enjeu haie ou préservation des haies qui est défini sur le territoire pour la protection de la ressource en eau, voilà, on est susceptible d'accompagner financièrement ce type de démarche. Mais voilà, ça se prépare et ça s'inscrit dans un cadre de partenariat global. Merci. Et moi, j'avais une question de curiosité, pardon, c'est de savoir les communes alentours, comment est-ce qu'elles ont pris, en fait, elles ont regardé, en fait, cette évolution. Est-ce que vous avez plutôt fait affaire à plutôt une indifférence ou au contraire un intérêt ou... Voilà, quel a été un petit peu... Est-ce qu'il y a eu des réactions des communes alentours? Oui, moi je peux répondre à la question éventuellement. C'est que suite à ça, nous avons réuni tous les maires des communes environnantes et nous leur avons présenté notre démarche et nous avons fait des émules. Il y a eu des communes qui ont engagé les démarches et qui sont toujours en cours de démarche parce on a revoté l'an passé, donc il y a eu un changement de municipalité. Donc, ça a repoussé le projet, mais effectivement, il y a eu une prise de conscience des communes limitrophes de la nôtre et elles ont aussi lancé certaines la même démarche que nous. D'accord, super. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, entre-temps, se sont lancés, s'est lancé sur ce territoire et beaucoup d'autres, le PLUI. Donc, effectivement, à terme, finalement, ce travail-là, une fois que le PLUI sera voté et instauré, il prendra le dessus sur l'arrêté municipal proprement dit qui aujourd'hui réglemente, protège les haies. Mais effectivement, ça a aussi permis aux élus de la communauté de communes de ne pas partir vierge finalement sur cette question qui avait déjà effectivement fait beaucoup de parler sur le territoire. Et je pense que ça va permettre que dans le cadre du PLUI, il y ait aussi la prise en compte des linéaires de haies qui soient correctes dans ce cadre-là. Merci. Merci pour votre intervention. Je propose du coup à Antoine Lasgors. Oui. Donc, si les personnes souhaitent nous contacter ultérieurement, n'hésitez pas. Vous pouvez facilement trouver les coordonnées de Promé sur Internet, sur notre site ou autre. Voilà. Merci. Du coup, on va passer à la suite avec Antoine Lasgorsex de l'association Au fil des Séounes. Alors, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? J'espère. Oui. Alors, je vous partagerai mon écran un petit peu plus tard, quand on va plonger dans le cœur du sujet sur les pollinisateurs. Mais avant, je vais quand même vous présenter rapidement notre structure associative. Notre pôle biodiversité, donc fait partie des projets de sciences participatives que je vais vous présenter. Et ensuite, on plongera dans le diaporama des projets pollinisateurs et aussi sur les idées qu'on a pour le futur. Donc moi, je suis chargé de mission mobilité et biodiversité à l'association Au fil des Séounes, qui est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous sommes présents en Lot-et-Garonne depuis plus de 20 ans. Et donc maintenant, nous avons 9 salariés. On travaille sur des thématiques différentes qui vont donc de la mobilité, la biodiversité, aussi la santé-environnement de plus en plus, la production et la consommation responsable, et on fait aussi pas mal d'animations, bien sûr, en milieu scolaire et périscolaire. Donc on est l'équivalent d'un CPIE, même si on n'a pas le label. Mais je pense que si on faisait la démarche de labellisation, on l'aurait aisément. Voilà donc pour l'asso. Et alors dans le pôle biodiversité, historiquement, ça fait des années qu'on co-anime un site Natura 2000. Donc c'était la première action biodiversité. Et petit à petit, ce pôle biodiversité s'est étoffé de nouvelles actions. On accompagne des atlas de la biodiversité communale, on accompagne les collectivités dans l'élaboration des atlas, et on accompagne aussi des structures scolaires dans l'aménagement d'aires éducatives, l'aménagement et l'animation d'aires éducatives. Et aussi, du coup, on a souhaité en fait lancer ces projets de sciences participatives. Alors, comment ça a commencé à l'origine? Ça a commencé par l'Observatoire des vers vivants, qui est donc un observatoire géré au niveau national par le Muséum d'histoire naturelle et le groupe associatif Estuaire, qui est une structure associative localisée en Vendée.
Et donc, cet observatoire national n'avait pas d'implantation en Lot-et-Garonne, donc on a souhaité en fait, recruter des observateurs de Verluisant en Lot-et-Garonne pour mieux comprendre les causes de disparition de ces espèces, notamment liées à la pollution lumineuse, vous en doutez, mais pas seulement. Donc, c'était un peu la première démarche de sciences participatives au niveau du département. Et on a aussi participé à ce qu'on appelle le protocole serpent en Nouvelle-Aquitaine, puisque, comme vous le savez aussi sans doute, la majorité des serpents de Nouvelle-Aquitaine sont en voie de disparition pour différentes causes. Et donc, il y a un protocole serpent qui est mené à l'échelle de la région. Et donc, nous, association, on a posé des plaques à serpents sur le site Natura 2000 qu'on co-anime, et aussi un peu aux alentours. Et on allait donc, avec des habitants, relever, en fait, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, relever les plaques à serpents et observer quelles espèces de serpents étaient présentes sur ces plaques. Donc, c'était un peu les deux premières actions de lancement des sciences participatives. Et en fait, ensuite, à la faveur du grand plan régional sur les pollinisateurs sauvages de la région, ainsi que le plan pollinisateur départemental du département de Lot-et-Garonne, on a souhaité travailler sur les pollinisateurs sauvages. Et donc, c'est là qu'on rentre dans le projet pollinisateur. Donc, ce projet pollinisateur, en fait, il avait plusieurs objectifs. Il s'agissait de mieux connaître aussi la dynamique des populations de pollinisateurs sauvages en Lot-et-Garonne, de mieux connaître leurs habitats, de leur créer de nouveaux habitats, et d'impliquer les habitants et les citoyens lot-et-garonnais dans le suivi des populations et des dynamiques de population. Donc, en fait, on avait comme objectif principal sur les sciences participatives d'implanter localement 3 observatoires différents. Donc, 3 observatoires différents. Il y avait d'abord, commencer par les 2 premiers que je vais moins aborder. Le SPIPOL, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. SPIPOL. C'est un observatoire qui est animé par le Muséum national d'histoire naturelle, aussi au niveau national, et qu'on a donc réussi à implanter en Lot-et-Garonne avec plusieurs observateurs qui, donc le principe est assez simple, on se positionne devant une fleur et on photographie pendant quelques minutes l'ensemble des pollinisateurs sauvages qui s'y posent. Donc, des papillons, aux bourdons, aux autres abeilles sauvages, etc. L'ensemble de ces photos doivent ensuite être mis en ligne sur la grande base de données nationale de cet observatoire. Et ces photos servent bien sûr aux chercheurs du muséum pour mieux connaître les pollinisateurs sauvages. Donc ça, c'était le premier observatoire. Et ensuite, on a implanté un second observatoire, qui est l'observatoire des bourdons, qui est aussi assez connu, puisqu'il est aussi animé par le Muséum d'histoire naturelle et par le groupe associatif Estuaire, qui est notre fameux partenaire en Vendée. Et alors, cet observatoire des bourdons, lui, donc on a des fiches d'identification des bourdons, des clés d'identification des bourdons. Et donc, on a recruté des observateurs, on a formé ces observateurs à l'identification des bourdons. Et chaque observateur peut du coup, renseigner sa fiche de comptage et d'identification et fournir aussi les données au Muséum d'histoire naturelle, dont les chercheurs peuvent utiliser ces données pour mieux cartographier les habitats, mieux connaître les bourdons. Donc ça, c'est les 2 premiers observatoires qui ont été implantés en Lot-et-Garonne, SPIPOL et Bourdon. Et ensuite, on a souhaité aussi avoir un peu notre spécificité locale, on va dire, en implantant un observatoire très spécifique au département, qui est donc l'observatoire, le suivi des nichoirs à abeilles sauvages isolées. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail ici. En fait, donc là, vous pouvez voir sur la diapositive, on a le nombre de personnes qui ont été intéressées par les 3 observatoires différents. Donc, sur votre gauche, vous avez SPIPOL, les nichoirs, dont je vais vous parler, et l'observatoire des bourdons. Donc, on a eu pas mal de personnes qui ont été intéressées par l'observatoire des nichoirs. Alors, cet observatoire, il est assez simple. Donc, il se base sur des petits nichoirs en bois, comme ça. Vous voyez qu'ils sont relativement petits, qui ont été fabriqués donc, par l'entreprise d'insertion en Lot-et-Garonne. Donc, ça, c'est pour le volet social du projet. L'insertion s'appelle le Creuset. Et on a fait fabriquer 150 nichoirs comme ça, donc avec des trous de diamètre différents, puisqu'on sait que certaines espèces d'abeilles sauvages
nichent préférentiellement dans des trous de diamètre différents, selon les espèces. Et donc, ce sont ces nichoirs-là qui ont été fabriqués en pin, une essence de bois plutôt locale, et qui ont été diffusés par Opide Seoun à 125 personnes. Donc, on a eu quand même 125 personnes qui ont été intéressées par aménager ces nichoirs dans leur jardin, dans leur prairie, dans leurs champs, etc. Donc voilà, et alors la première chose à faire, parce que c'était bien, l'aménagement, donc déjà il faut le mettre à 1 mètre, 1,50 m de hauteur, orienté sud ou sud-est. Et donc ensuite il s'agit d'observer entre février et octobre, à raison de 1 à 2 fois par mois, si possible, d'observer comment les trous étaient bouchés. Avec quelle matière, est-ce qu'on observait des individus de pollinisateurs présents dans les trous, et à quelle période aussi le trou était débouché, parce qu'en fait les espèces d'abeilles viennent nicher, nidifier, et ressortent aussi forcément en septembre-octobre. Donc toutes ces données étaient collectées sur un portail internet, n'importe quel, les 125 observateurs de cet observatoire allaient 1 à 2 fois par mois renseigner leurs observations sur ce portail internet. Ce qui était intéressant, c'est qu'en amont des observations, on a diffusé un questionnaire jardin que vous voyez sur la diapositive, pour mieux connaître en fait l'environnement des nichoirs. Est-ce que c'était un champ agricole? Est-ce qu'il y a une prairie à côté? Est-ce qu'il y a des haies, des mares, un verger à côté du jardin, etc. Est-ce qu'on est en milieu rural, en milieu périurbain, en milieu urbain? Tout ça était intéressant pour mieux comprendre l'occupation ou non des nichoirs. Donc ça, c'est le fameux questionnaire jardin. Bien sûr, il a fallu former aussi, une fois que les nichoirs étaient aménagés, il a fallu former les observateurs. Parce que c'était quand même intéressant qu'ils puissent reconnaître eux-mêmes les différentes espèces d'abeilles sauvages isolées qui venaient nicher dans leur nichoir, mais aussi qu'ils sachent identifier donc les bourdons s'ils participaient à l'observatoire des bourdons, et qu'ils sachent prendre des photos et charger leurs photos s'ils participaient à l'observatoire Skipol. Donc il y a eu plusieurs sessions de formation organisées à distance et sur place, carrément dans les jardins où étaient aménagés les nichoirs, avec donc des groupes de dizaines d'observateurs qui ont assisté à ces formations. Donc voilà, ça c'est pour la partie formation. Donc le projet, là vous voyez quelques photos de nichoirs qui sont occupés. Alors on a eu, à cause du contexte sanitaire, un petit souci au niveau de la fréquence des formations et de la participation, puisqu'en fait on devait former beaucoup plus d'observateurs qui participent au réseau, mais on n'a pas pu le faire à cause des différents confinements de 2020. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on a moins de données que... mais bon, c'est quand même intéressant. Vous pouvez voir les différentes photographies avec là des nichoirs qui sont bouchés plutôt avec des matières, avec de la terre. C'est surtout ça qu'on a eu, puisqu'en fait, sur le portail internet où les observateurs renseignent leurs observations, il fallait cocher pour chacun des trous du nichoir s'il était bouché ou pas, s'il était bouché, avec quelle matière il était bouché, etc. Donc, il y avait tout un panel d'informations. Là, cette cartographie du Lot-et-Garonne vous montre en fait les différentes communes sur lesquelles se situent nos observateurs qui participent à cet observatoire des abeilles sauvages isolées. Donc, comme vous pouvez le voir, on est beaucoup sur la Genève, parce que c'est là où on se situe l'association Opide Seoun, mais aussi sur le Villeneuvois, un peu en Albret, et on va jusqu'au Marmandais, avec des observateurs même dans le nord du département. Donc, pour mobiliser tous ces observateurs, on s'est bien sûr basé sur ceux qui participaient déjà à l'observatoire des vers luisants, avec qui on avait déjà travaillé. Donc, on les a remobilisés, on leur a proposé d'observer d'autres espèces de pollinisateurs. Qui, en majorité, ils ont accepté. Et on a aussi, bien sûr, nous, communiqué largement lors d'événements grand public ou dans le cadre de nos réseaux de sympathisants, d'adhérents, qui se sont pas mal impliqués dans cet observatoire. Sinon, pour la diffusion des nichoirs en bois, on s'est pas mal basé sur des points relais, parce que c'était quand même
la répartition géographique est assez large. Donc, il y avait 5 points relais pour les 5 pays, on va dire, du département différent. Et donc, ce sont les observateurs qui se déplaçaient dans leur point relais pour venir chercher leur nichoir. Alors là c'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez la répartition des trous qui ont été bouchés par telle ou telle matière. Donc, globalement, ce que je vous disais tout à l'heure, les trous des nichoirs ont été principalement bouchés par de la terre. Voilà, mais il y a aussi des brindilles, des végétaux, du coton, du sable, de la résine, différentes matières pour différentes espèces de pollinisateurs sauvages. La terre est assez symptomatique de celle que vous voyez donc, à droite, l'osmie cornue. Voilà, on sait que c'est surtout celle-ci qui fait ses nids à base de végétaux mâchés et de terre. Sinon, vous avez d'autres exemples d'abeilles sauvages solitaires. Hein. On n'est pas du tout sur l'abeille Apis mellifera qui vit en colonisation. On est vraiment sur qui vit en colonie, pardon. On est vraiment sur des espèces d'abeilles sauvages solitaires. Donc, voilà, quelques exemples d'espèces qui sont venues nicher. Donc, l'osmie cornue, effectivement, c'est celle qui a occupé le plus les nichoirs des 125 observateurs. C'est celle qu'on a vu apparaître dès le mois de février. Donc, à la sortie de l'hiver, c'est une des premières qui sort pour nicher à la sortie de l'hiver. C'est ce que vous montre un peu ce graphique. Et alors, ce qui est intéressant, alors, bon, là c'est un peu compliqué peut-être à comprendre, mais on a eu quelques résultats statistiques intéressants quand même qui ressortent de cet observatoire des abeilles sauvages en analysant les données d'observation. En fait, on s'est rendu compte que quand les champs étaient proches des jardins, où se situaient les nichoirs, les populations d'abeilles sauvages avaient tendance à se réfugier dans les jardins plutôt que dans les champs. Par contre, lorsque les champs étaient éloignés et qu'il y avait notamment des prairies tout proches des jardins, on s'aperçoit que les populations privilégient bien sûr les habitats naturels des prairies pour nicher et moins les jardins. Voilà, donc c'est pas surprenant. Le Lot-et-Garonne est un département très agricole avec une agriculture assez intensive et chimique. Donc c'est pas surprenant que quand la prairie naturelle est disponible, les populations s'y réfugient. Par contre, lorsqu'elles sont autour de champs qui sont majoritairement traités au phytosanitaire, c'est pas non plus trop étonnant qu'elles préfèrent se réfugier dans des jardins proches. Voilà, donc ça c'est un peu les premiers résultats, enfin les premières tendances d'observation. Donc ce qui a été très dommage dans ce programme de sciences participatives, c'est justement le Covid qui nous a empêché de former des observateurs. Donc il va falloir qu'on continue la formation des observateurs, qu'on continue aussi à animer le réseau des observateurs, puisque on a aussi d'autres projets en tête à l'association pour prolonger un peu de la suite logique de ce projet pollinisateur. On aimerait élargir le réseau, bien sûr, d'observateurs, donc avoir plus d'observateurs, élargir aussi le nombre d'espèces observées. Donc on garderait les pollinisateurs et les verlisants, mais on élargirait l'observation aux hérissons, oiseaux et chauves-souris. Donc voilà, ça c'est dans les projets futurs à venir. Et on aimerait en fait, sur la base de toutes les observations de ces 5 espèces différentes qu'on va récolter, bien sûr cartographier ces observations à l'échelle du département. Et on espère que ces cartographies en fait, vont nous permettre de faire ressortir des enjeux d'aménagement de trames vertes et de trames noires. À savoir que si on voit par exemple que sur telle ou telle commune, on a beaucoup d'observations de hérissons, on va essayer de favoriser l'aménagement d'une trame verte, que ce soit sur le domaine privé, donc chez un observateur privé, ou sur le domaine public. On va essayer d'aller former en fait les agents communaux, par exemple, pour l'aménagement de trames vertes en vue de protéger les hérissons qui ont été observés sur cette commune. Donc on aimerait que ces cartographies et ces différentes observations mènent à des aménagements concrets de trames vertes et de trames noires. Donc la trame noire, comme vous le savez aussi sans doute, par rapport à la pollution lumineuse
et aux insectes, aux vers-lisants, etc. Donc, travailler à la fois avec les privés, mais aussi avec les communes pour que ça débouche sur des aménagements concrets de trames vertes, de trames noires. Voilà en gros ce que je peux vous en faire. Bon, j'ai peut-être été un peu rapide, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations sur ces projets. Merci pour cette présentation. Du coup, je laisse les participants se manifester pour prendre la parole. Apparemment, les pollinisateurs n'intéressent pas les participants. Est-ce que vous travaillez avec des communes justement sur ces questions de pollinisateurs? Vous embarquez pas mal de communes dans ce type de programme? Pour l'instant, non, parce que c'était surtout avec les citoyens. Mais comme je viens de vous l'écrire, pour nos idées de projets futurs, oui, on aimerait se rapprocher des collectivités. Du coup, ça pourrait notamment pour l'aménagement des trames vertes et des trames noires. Ouais. Du coup, ça pourrait être des projets qui pourraient mobiliser justement les citoyens et puis les communes autour des pollinisateurs. Donc, ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Et pas seulement des pollinisateurs, on aimerait élargir aux hérissons, aux oiseaux, aux chauves-souris, pour prendre en compte les enjeux associés à ces différentes espèces. Et effectivement, faire le lien entre citoyens qui observent et, sur la base de leurs observations, collectivités qui aménagent, qui éteignent la lumière la nuit, etc. Donc, faire le lien entre citoyens et collectivités, oui, ça nous paraît tout à fait intéressant. C'est une manière de mobiliser les populations locales et de créer des partenariats au niveau local. Et est-ce que vous avez identifié en fait des points de difficulté, des freins à la mobilisation des citoyens sur ce type, sur ce type d'action Alors, les principaux freins, comme je vous ai dit, là, en 2020, c'était surtout le contexte sanitaire. Il y a pas mal de freins. On est dans de l'animation de réseau de citoyens. Donc, qui dit animation de réseau dit il faut y revenir souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut proposer des actions innovantes, des rencontres sur le terrain, en présentiel, des choses aussi ludiques, etc. Il faut faire adhérer les citoyens à ces différents réseaux. Et puis ensuite, oui, s'assurer qu'ils soient bien formés, qu'ils y retrouvent un intérêt. L'enjeu aussi, c'est que chaque observateur parle de ses observatoires à une dizaine de voisins ou d'amis à lui. C'est beaucoup comme ça qu'on a fonctionné. On a déployé ce qu'on appelait des carnets de proximité, où en fait, dans les boîtes aux lettres, on diffusait par exemple un carnet expliquant la démarche de sciences participatives, et l'observateur pouvait s'engager à diffuser ce carnet à 10 voisins ou 10 amis à lui qui pouvaient potentiellement participer aussi à ces observatoires. Donc il faut arriver à mobiliser, à communiquer avec une certaine fréquence et tout en gardant un état d'esprit que les gens sont bénévoles, qui font ça bénévolement, et qu'il faut aussi les motiver, les amuser dans ce programme d'action aussi. Voilà en gros les enjeux sur la mobilisation. Et avec le public scolaire, vous avez déjà pensé justement à les capter, parce que ce type d'action, ça peut être intéressant et ça peut, comme on a eu la présentation tout à l'heure du CEREMA, justement, le public scolaire est un bon moyen de capter finalement après les adultes. Oui, alors en fait, on a une action qui est prévue avec une MFR, Maison familiale rurale, sur les nichoirs et les pollinisateurs. On a aussi une action qui est prévue en prison, voilà, donc, la prison de Villeneuve-sur-Lot, où on va en fait impliquer les détenus dans l'aménagement des nichoirs dans leur jardin, parce qu'ils ont un espace vert assez conséquent à la prison. Et on va les former à l'observation. C'est les détenus eux-mêmes qui vont recueillir les observations et abonder les données. Et au milieu scolaire, sinon, là, on a un projet d'aire éducatif, par exemple, avec un collège, où il est prévu qu'on aménage des nichoirs et que les élèves s'investissent dans l'observation aussi.
Super. Donc, du coup, une référence pour pouvoir, si vous avez des actions, justement, mobiliser cette association en lien avec les pollinisateurs, mais finalement pas que, puisque vous allez l'étendre à d'autres groupes d'espèces et qui peut vous faire avancer sur des projets de mobilisation citoyenne. Je vous remercie on va conclure ce webinaire. Si personne n'a de questions. Oui, Et puis, oui. Oui, je voulais demander, j'ai vu pour l'abeille cotonnière, où elle prend ses ressources en coton pour obstruer ces trous-là? Alors, dans tous les cas, c'est dans le milieu environnant, hein, mais c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse là, actuellement. Il faudrait que je demande au groupe associatif Estuaire, qui était notre partenaire technique qui était vraiment l'expert, on va dire, naturaliste sur la dynamique des populations. C'était le groupe associatif Estuaire, qui se situe en Vendée. Donc, c'est une bonne question à leur poser, parce que c'est vrai que pas ça représente sur la camembert, ça représente quand même un pourcentage quand même relativement. C'est pas la majorité, mais 5%, entre 3 et 5%, je crois me souvenir. Et donc il faut bien trouver ses ressources en coton pour. Oui, tout à fait. J'imagine que ce sont des ressources domestiques. Hein. Oui, peut-être, mais c'est. Ouais. Il y a d'autres espèces végétales qui peuvent aussi fournir du coton. Alors, ce n'est pas le coton textile qu'on a l'habitude d'utiliser, mais oui, il y a plein d'autres espèces végétales qui ont des fibres un peu cotonneuses comme ça, dans lesquelles elles peuvent se servir. Tout à fait. Je vous remercie. Très bien. Alors, pour conclure ce webinaire, donc, juste pour vous rappeler que la démarche est réalisée dans le cadre de territoires engagés pour la nature. Donc là, on vous propose un puits d'idées. Donc, n'hésitez pas justement à vous inspirer des retours d'expérience qu'on vous propose pour pouvoir proposer des actions sur vos territoires. Ce webinaire sera mis en ligne sur le site de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Et donc disponible à tout le moment. Il y aura aussi les interventions qui seront mises à disposition. Je vous rappelle aussi qu'on a mis dans le fil de discussion un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, si vous avez des points d'amélioration à nous proposer, n'hésitez pas, on est preneurs. Et puis, rendez-vous pour les prochains webinaires qui auront lieu le 24 novembre sur la restauration et la renaturation des milieux naturels et le 9 décembre sur l'agriculture et la biodiversité. Voilà, je vous remercie et puis bon appétit à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.